Secure, épisode spécial. Je suis Corey de Davy. Comment vas-tu? Très bien, bonjour à toi, merci de m'accueillir à nouveau, décidément, hein. On se retrouve tout le temps. Oui, justement dans ce cas-ci, on s'est vu en vrai il n'y a pas si longtemps. On a eu une chance d'aller manger une croûte ensemble, ça a été très chouette. Cet épisode-ci, on continue le sujet précédent, c'est-à-dire le niveau du Gen AI. Là, on fait la deuxième partie, on a fait plus de démystification dans le premier. Là, on va aborder un peu plus sur les conséquences que ça peut avoir et toutes les ramifications qui, à l'heure actuelle, sont clairement pas maîtrisées ou qu'on ne veut pas voir. Bon, c'est tout dépendant de comment on veut regarder les choses. Je vais te laisser commencer avec ça, puis bon, je vais enchaîner comme à l'habitude. Je te remercie. Oui, effectivement, on va continuer sur notre introduction aux IA génératives. Alors, les IA en général, c'est beaucoup d'outils différents, hein. Il y en a qui sont très bien, qui sont vraiment très performantes. Là, ce qui nous intéresse, c'est l'IA générative. On avait dit la dernière fois, ce qui nous intéressait, c'est d'en parler parce que, effectivement, c'est la mode. Tout le monde en parle, on nous en met partout. Il y a quelques jours, en France, il y avait le summit d'AWS en France et tous les collègues qui ont été, moi, je suis pas pu m'y rendre parce que je bossais finalement. Ils m'ont tous dit, ils nous ont saoulé toute la journée avec ça, comme si c'était le truc à la mode qu'il fallait impérativement en faire. Et comme disait quelqu'un que j'écoutais hier, c'est comme la blockchain il y a 5 ans, c'est bien, mais on sait juste pas quoi en faire, et c'est bien pour certains trucs, mais il faut arrêter. On n'a pas vu la Vierge, on n'a pas senti la force non plus, on sait pas déplacer les objets avec ça, enfin... Il y a un espèce d'esbrouf autour du truc progrès, c'est génial, ça. C'est bluffant, c'est formidable. Moi, je vois plein de vidéos qui désacralisent le truc aujourd'hui, parce qu'en fait, c'est juste des applications un peu plus évoluées que ce qu'on savait faire. La dernière fois, on avait dit, une application, c'est un truc que je code pour faire exactement des trucs très précis, et ça sert à rien faire d'autre. Ce qu'on appelle une IA, qui est vraiment un terme pour moi que je trouve vraiment catastrophique, en fait, ça résume vraiment très très mal, c'est pas de l'intelligence. Et j'ai réentendu quelqu'un ce matin dire la même chose que je dis depuis 2 ans, ce sont que des outils statistiques. Une IA générative, c'est un outil qui va enchaîner les probabilités que ce soit le bon pixel, le bon son ou le bon mot dans une phrase. Et le challenge, effectivement, c'est ça. C'est que c'est vrai qu'une IA générative comme ChatGPT, c'est impressionnant d'être capable de vous faire des syntaxes en bon français. Alors, on parle français tous les deux. Moi, je dis toujours, je suis très heureux de parler français de naissance. J'aurais pas voulu l'apprendre comme langage étranger. Parce que c'est une horreur absolue à comprendre. Déjà, en tant que francophone natif, comprendre toutes les règles d'orthographe, de grammaire, etc., c'est déjà casse-pied. Mais en plus, l'apprendre en tant que langue maternelle, j'imagine même pas le catastrophe. Je préfère apprendre l'anglais, c'était beaucoup plus simple. Et donc, savoir qu'une IA, aujourd'hui, on a un automate qui est capable de recopier les structures de langage en ayant des phrases qui ont du sens, ça, c'est vrai que c'est formidable. C'est vrai que c'est bluffant. Et par rapport à ce qu'on avait il y a 10 ans, que ce soit celle qui génère de l'image, du son comme ça, ou de la musique ou des vidéos, c'est vrai que c'est assez impressionnant, oui. Mais on l'avait dit la dernière fois, méfiez-vous, ce n'est qu'une façade. Ce sont les apparences d'un texte. Parce que si vous lui demandez d'aller regarder le sens du texte, je sais pas si on a parmi vous qui nous écoutent qui ont déjà fait le test de ChatGPT, mais il suffit de lui faire 2-3 tests un peu poussés pour s'apercevoir que ChatGPT est con comme ses pieds. C'est-à-dire qu'il ne pose pas la question du sens qu'il dit. Il dit c'est la probabilité que ce soit ce mot-là. On en parlait juste avant de commencer, et tu donnais l'exemple, ChatGPT est capable de te ressortir des pages entières de bouquins. Il suffit que la page existe en ligne, qu'il l'ait appris, pour que ce soit quelque chose qui revienne suffisamment souvent, pour que lui, ce soit l'ordonnancement logique. En fait, c'est pas qu'il connaît la page et qu'il l'aime bien qu'il va te la citer, c'est juste que statistiquement, dans l'ordre des mots qu'on a saisis, les prochains on a de plus en plus de chances d'être arrimés au contexte du document d'origine qui a servi. Puisqu'on le rappelle, une IA générative, elle génère des copies des trucs qu'elle a déjà lus, vus ailleurs, et donc elle s'alimente de tout ça. Et donc c'était un des enjeux qu'on voulait reprendre aujourd'hui. C'était justement comment on alimente ces IA, d'où vient cette alimentation, comment on la réglemente ou pas, c'est aujourd'hui. Mais il faut vraiment rappeler qu'une IA générative, ça ne fait que recopier statistiquement la plus grosse probabilité que le prochain pixel, la prochaine image, le prochain son, ce soit ça. Ça ne va chercher aucun sens. Et j'ai vu un extrait ce matin, un test que j'ai trouvé formidable. Quelqu'un qui teste ChatGPT qui lui dit ChatGPT, donne-moi la liste des nombres premiers supérieurs à 2 qui sont pairs. Et là, ChatGPT lui sort une liste de nombres. Si on a fait un petit peu de mathématiques, les nombres premiers, à part 2, ils sont tous impairs. Donc là, on dit ChatGPT est véritablement, et je le dis avec beaucoup de plaisir, complètement con.
Parce que pour le coup, il ne comprend pas le sens de la question. Il dit pas, ta question est erronée, le seul, ce serait 2. Il invente une réponse liée à la probabilité statistique de trouver des réponses dans d'autres documents qui correspondraient. Et quand on lui fait la remarque qu'il faudrait raffiner parce que c'est pas ça, et il leur donne des impairs dans le tas, il corrige et redonne une autre liste presque aléatoire. Et là, on comprend qu'en fait, c'est pas fait pour faire notre boulot de réflexion. C'est fait pour mettre en forme. Et ça, c'est un élément important pour nous. Si j'utilise ChatGPT, par exemple, parce que je suis pas à l'aise avec l'écrit, ça m'ennuie, ça m'arrive. Moi, je sais que j'ai le cerveau qui va trop vite des fois et ma saisie qui va pas assez vite. Ça pourrait être intéressant pour m'aider à saisir du texte en le disant ou en travaillant un truc assez générique. Si demain, je sais pas, imaginez vous travaillez avec des gens qui sont très très bons dans le développement informatique, mais qui ont vraiment des difficultés à s'exprimer socialement, à écrire un papier qui décrit leur métier. On pourrait très bien penser à utiliser ChatGPT pour dire est-ce que tu peux me faire une amorce de texte sur ce sujet-là, prendre le contenu, enlever ce qui est complètement con dedans en disant mais ça c'est faux, hop, et garder la structure. Et là, ça devient intéressant parce que pour le coup, on utilise l'outil comme un simple assistant de la personne. Et là, on a un outil intéressant, on a un outil utile. Et la même personne qui donnait cet exemple des noms premiers qui m'a fait rigoler disait il y a un avocat il y a pas longtemps qui s'est fait virer d'un tribunal parce qu'en fait, toute sa plaidoyer avait été faite par ChatGPT, sauf que aucun cas des jurisprudences qu'il utilisait, les numéros n'étaient bons. La personne dit je comprends pas, mais moi je comprends. Là, pour le coup, t'es encore plus con que ChatGPT. Si tu penses que ChatGPT va faire ton boulot, si tu penses que ChatGPT va faire ton boulot, alors pourquoi je te garde? Moi, j'ai pas besoin de te payer dans ce cas-là. Là, ça donne raison aux gens qui voudraient, aux entreprises qui voudraient remplacer l'humain par ces automates-là. Si le boulot que je fais n'amène pas plus de valeur que ce que peut faire ChatGPT, c'est vrai, autant qu'on me remplace. J'ai vraiment aucun problème de conscience avec ça. Je vous le dis, autant qu'on me remplace. Puisque pour le coup, si je recopie moi-même des bouts d'un truc qui existe déjà et que j'invente rien, si mon boulot c'est faire des copier-coller, l'informatique c'est le faire beaucoup mieux que nous et beaucoup plus vite. Par contre, énormément plus vite, oui. Puis je suis d'accord avec toi aussi sur ce genre de choses-là, parce que c'est la même chose que les cols bleus ont connu avec la robotisation, qui justement a amené un changement drastique sur la nature de leur travail. Et pas tout leur travail peut être robotisé, comme la même chose, comme ChatGPT vient s'attaquer au volet col blanc. Donc, si ton emploi, ce n'est que de copier-coller des textes ou de tricher comme ça, ben ta valeur revient naturellement de diminuer énormément et remplacée par la machine. Il y a des enjeux éthiques de ce côté-là qu'on s'est malheureusement pas posé quand que la robotisation est arrivée, mais là, on se le pose parce que les gens qui sont un peu plus en moyenne ou de contester, ben là, ils commencent à contester ces éléments-là. Moi, ça fait depuis l'âge de 16 ans que je donne des formations. Je donne des cours de musique, je fais de la formation professionnelle depuis près de 17 ans. Ça fait 17 ans qu'on nous dit que les formateurs vont être remplacés par d'abord le e-learning, qui ne nous a toujours pas remplacés, et par maintenant les intelligences artificielles. C'est presque 10 ans qu'on m'en parle. Et je dis, si une intelligence artificielle peut me remplacer aujourd'hui, c'est parce que j'amène aucune valeur dans ma formation. Et dans ce cas-là, vous savez quoi? Vous avez raison, virez-moi, parce que je n'apporte rien d'utile. J'ai fini une formation hier. Un des stagiaires m'a dit à la fin, c'est génial. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que tu m'as poussé dans mes retranchements, tu m'as fait voir les choses d'une façon différente. Aucune IA ne va faire ça. Je rappelle ce qu'on disait la dernière fois. Une IA, c'est les statistiques. Les statistiques, ça a tendance à lisser les cas particuliers. Et là, ce que le mec vient me dire, c'est justement que tu as une approche particulière, spécifique, qu'aucune IA ne va avoir, qui vient de l'être humain, de la capacité à se projeter, à prendre en compte le besoin d'un métier, à faire prendre conscience de ça, avoir compris mes propres mécanismes personnels qui, à l'époque, moi, m'ont heurté quand j'ai commencé à penser différemment, et les apporter à quelqu'un d'autre pour les transmettre. Cette transmission-là, il n'y a aucune IA qui peut le faire. Par contre, si mon boulot, c'était, je cherche une information, ça m'arrive. Des fois, on me pose des questions et j'ouvre Google devant la personne et je fais la recherche pour elle. Je lui dis, voilà, la doc, elle est là. Et c'est pas pour être méchant, c'est pour dire, mais si tu veux juste cette réponse-là, la doc, elle est là. Et si mon boulot de formateur, c'était que ça, alors oui, s'il vous plaît, achevez-moi, remplacez-moi pour une IA et que j'aille faire un autre métier plus intéressant. Mais pour le coup, personnellement, par exemple, dans mon travail, moi, je trouve que l'IA générative peut être un très bon outil. J'ai des documents à générer, beaucoup de textes à écrire. Quand on crée un support de formation, c'est très très long comme boulot à faire. Souvent, on a plein de notes de formateurs que vous voyez pas à côté. Mais souvent, c'est des exercices de réflexion. Et je sais pas pour vous, mais moi, mon cerveau, je lui va beaucoup plus vite que mes doigts. Donc des fois, quand je réfléchis à ce genre de document que j'écris pendant plusieurs heures, j'ai du mal à tenir. Alors que la fonction, par exemple, dictée d'Office 365, elle est géniale. C'est une IA.
c'est un outil d'apprentissage qui a appris à reconnaître les sons, pour reconnaître les mots, pour ensuite en faire de la saisie. Je trouve cet outil formidable. Et non, ça fait pas le boulot pour moi. Parce que si j'ai rien à lui dire, elle ne produit absolument rien. Et là, on voit bien que finalement, quand on dit, moi, la fonction de dictée d'Office, c'est pas un IA, mais si, c'est une IA. C'est pour ça qu'on voit le champ client, finalement, à le manipuler un peu tous les jours, on sort de la science-fiction, qu'on n'est pas encore dans Blade Runner. Au contraire, on est en 2024 dans la vraie vie. Voilà, et avec ce que ça a de sympa et de frustrant aussi. Et on voit bien que ces outils-là, oui, c'est fort pratique, mais ça fait pas non plus de miracle. Ce qui nous fait tanguer un petit peu, c'est ce qu'on appelle the uncanny valley, ou en allemand unheimlich, pour citer Freud, c'est l'inquiétante étrangeté. C'est que ça ressemble à de l'humain, ça a la même couleur que l'humain, mais c'est pas de l'humain. Ça a fait semblant de parler comme nous. Et je donnais l'exemple la dernière fois d'un développeur de chez Google qui pensant que son IA était devenue consciente. En fait, non. Elle a copié les probabilités d'enchaînement de mots qui font des phrases issues des questionnements de la conscience des machines écrites par les humains. En fait, elle n'a fait que jouer un rôle. En fait, les IA sont des comédiens, des comédiennes qui sont capables de faire semblant d'être humains, mais il n'y a pas une once d'intelligence derrière. Toute la structure finalement de leur réflexion aujourd'hui, quand on la regarde, on sait. On avait dit, c'est des arborescences de choix logiques. Mais il n'y a même pas de réflexion, puis c'est ça aussi qu'il faut être très clair. Ça ne fait que sortir sur quoi elle a appris. Puis d'ailleurs, comme tu mentionnais, le cas de cet ingénieur chez Google qui s'est fait prendre au jeu, c'est en cette illusion-là que la machine était devenue vivante. C'est parce que la machine, elle a appris des textes. Et justement, c'est là où on voit que toute la structure des livres qu'on lui a donnés porte au fait que oui, la machine veut vivre, oui, tout être vivant veut vivre, donc on les amène dans ces contextes-là. Fait que c'est sûr qu'elle va nous répondre ça, puisque ce qu'elle a appris et pas ce qu'elle ressent, c'est là la différence. Ce qu'elle a appris, c'est ce qu'elle veut vivre. OK. Mais après ça, elle a juste appris puis mis dans son réseau de neurones, je veux vivre, sans aucune compréhension que ce ressenti. Parce que il faut se rappeler, chez l'humain, le goût de vivre, c'est un ressenti. Et c'est là où, justement, ça a beaucoup d'éléments très particuliers, mais c'est un ressenti. Oui, et elle va recopier l'expression que l'humain met dedans. Ça s'appelle de l'anthropomorphisme, c'est-à-dire que l'humain a tendance à vouloir en voir partout dans le monde des choses qui lui ressemblent, qui sont à son image. Et comme l'IA est censé être voilà, on le disait, la base de l'IA, le mythe de l'IA, c'est que l'humain se prend pour Dieu, veut recopier des faux humains qui ressembleraient comme deux gouttes d'eau à l'humain. C'est pour ça qu'on a aussi des tentatives maintenant d'anthropomorphie au niveau des corps générés, des apparences générées par les robots. Et là, on tente de recopier le mécanisme des cerveaux. Et donc, l'humain vient amener sa volonté d'y voir potentiellement une ressemblance, un mimétisme. Et on le voit, les enfants très tôt recopient ce que font les autres. Ils ont beaucoup d'empathie pour les autres. Ce qu'on a tendance des fois à perdre en tant qu'adulte, et c'est dommage. Mais l'IA n'a aucune empathie. Et je donnais un film, alors je ne veux pas spoiler, mais qui s'appelle Ex Machina, où on a ce robot, cette IA, qui va aller, on le dit, d'ailleurs je crois que je lisais un article ce matin qui parlait de manipulation des émotions de l'humain. Je rappelle qu'il y a les sciences neurocognitives qui utilisent ça aujourd'hui pour nous manipuler. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui formalisent comment manipuler le comportement humain avec les bons termes, les bons contextes. Donc une IA peut tout à fait utiliser cette logique pour vous amener à aller dans un sens qu'on lui a appris. Et ce qu'on dit depuis le départ, en fait, tout ça, on lui a appris en recopiant, en essayant de s'alimenter de ce que l'humain dirait. Mais je le rappelle, quand elle dit « je veux vivre », elle n'a aucune connaissance, prise de conscience de la notion de vie ou de mort. Elle répète juste le terme qui a été écrit 3 millions de fois dans son chemin de statistique, c'est le mot « vivre » qui doit apparaître ici. Et souvent d'ailleurs, l'être humain a tendance à diriger la discussion d'une IA, et donc à l'orienter vers un sujet qui va forcément statistiquement aller vers des textes qui correspondent à ces discussions que d'autres humains ont déjà eues. Et donc ça nous donne complètement l'illusion que c'est un être humain qui nous répond, alors qu'en fait, elle recopie intégralement la suite des mots. C'est très traite, il faut vraiment chasser l'idée qu'il y a une espèce de conscience. C'est vraiment non. Elle recopie la phrase de quelqu'un d'autre qui est un vrai humain qui a pu dire ça.
et qui peut donner cette sensation. C'est pour ça que les essais qu'il y avait eu il y a 4-5 ans, avec je sais plus quelle IA générative comme ça qui avait été mis en public, qui était parti en vrille en quelques heures, qui devenait antisémite, qui voulait tuer l'humanité, c'était juste... En fait, elle a été alimentée par des trolls, la discussion a été trollée, elle a été envoyée vers justement ces sujets très délicats où, voilà, tendancieux, les gens sont venus. En fait, elle est à l'image de ce que l'humain lui a fait subir à cet endroit-là. Elle est rentrée dans le champ lexical, elle est rentrée dans l'orientation, dans la tonalité, et elle a recopié. Donc c'est finalement, elle a juste... On voit bien que c'est vraiment un automate qui reproduit, qui répond comme un miroir à ce qu'on fait. L'image de notre miroir n'a rien d'humain. C'est juste une copie visuelle de notre état physique, c'est tout. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de voir comment l'être humain est passionné par ça. Et moi, j'ai grandi dans les années 80, j'ai grandi avec Retour vers le futur, la DeLorean qui vole et tout, c'est génial, mais faut se rendre compte que la réalité des produits du futur qu'on a aujourd'hui, ben, quand on les a au quotidien, c'est beaucoup plus terre à terre que ça. Alors, attention, hein, il y a le champ des IA générales et les IA génératives, donc c'est le sujet pour nous aujourd'hui. Les IA générales, il y a des IA qui sont extrêmement puissantes et très bien faites, très fonctionnelles, dans des domaines particuliers qui nous permettent d'aller chercher des informations qu'aucun être humain n'est capable de comprendre. Avec le challenge, on pourra en rediscuter plus tard, de pas forcément comprendre comment elles fonctionnent. Ce qu'on a dans le deep learning, c'est un gros challenge. Il arrive dans le deep learning qu'on ait des produits où on ne sait pas justifier comment ils fonctionnent. Je sais plus si on en avait parlé la dernière fois, je crois. On parlait de ça, le deep learning, c'est des IA qu'on laisse apprendre toutes seules sans leur expliquer quoi que ce soit. Et il se trouve que des fois, ces IA-là, elles sont capables d'être extrêmement, beaucoup plus intelligentes que nous, c'est-à-dire de voir des chaînes logiques à des endroits où nous, on n'a rien vu du tout. On a un résultat, on voit qu'elles sont fiables, qu'elles nous donnent des trucs hallucinants, qu'elles font mieux que nous, mais on est incapable de comprendre la structure de pensée ou de logique qu'il y a derrière, parce qu'en fait, c'est pas du tout la nôtre. Et ce qui pose un problème de responsabilité pour le coup. Je donnais l'exemple, si je crois qu'on en avait parlé la dernière fois, hein, de l'armée, hein, qui disait mais nous on peut pas utiliser ça parce que en tant que militaire, quand on arrive sur un terrain de guerre, si on doit abattre quelqu'un, on peut se retrouver devant un tribunal de guerre qui dit bah pourquoi. Il faut se justifier. Et donc si vous avez une IA qui prend une arme, qui tire sur quelqu'un et que faut aller regarder le code et que le code personne ne comprend ce qu'il dit, comment vous justifiez que l'action a eu lieu, que cette IA a pu saisir l'arme, a utilisé l'arme pour abattre une vraie personne et justifier d'une responsabilité. Les êtres humains que nous sommes, on est en société, on vit pas tout seul, donc à partir de là, on a des responsabilités, il y a des règles qui sont établies entre nous dans nos relations. Donc quand on dépose cette responsabilité dans la main d'un automate, en général, c'est la personne qui pilote l'automate qui est responsable. Sauf que là, si la pilote de l'automate ne comprend pas comment l'automate lui-même fonctionne, ça va être difficile. Donc là, on tombe sur un des premiers écueils de ces outils-là, c'est que c'est des outils qui peuvent être formidables, c'est vrai, il n'y a vraiment pas à chier là-dessus, c'est pas des mauvais outils, c'est des outils assez bluffants. Mais quand on va les utiliser, il faut prendre conscience de ce qu'on fait, quoi. C'est comme quand on passe le permis de conduire et qu'on monte dans une voiture. On peut pas juste rouler à la vitesse qu'on veut et faire ce qu'on veut, quoi. On rentre dans les gens, on les écrase, on les tue. Enfin, c'est des conséquences. Ben, c'est notamment pour ça qu'on a un permis de conduire qu'on doit faire avant, justement pour nous habiliter correctement à être un bon citoyen sur la route. Je dirais pas que tous les conducteurs sont des bons citoyens sur la route, ça c'est aller un peu loin, mais au minimum, on est censé maîtriser jusqu'à un certain point la réglementation ou l'encadrement pour que ça fonctionne relativement bien et qu'on aille à ce genre de choses-là. Mais l'explicabilité est un problème, puis c'est même un danger parce que tu parlais d'anthropomorphisme notamment. On a tendance à déléguer énormément la machine un peu trop rapidement et de dire que oui, ben il y a un humain qui va autoriser l'action de la machine. C'est une illusion parce qu'à terme, on va abandonner d'autoriser, on va juste autoriser les yeux fermés, puis ça aussi, c'est un énorme danger, là. L'absolue rentabilité, le libéralisme comme religion fait que il y a des êtres humains qui pensent qu'on peut virer les gens et mettre ça à la place. Sauf qu'on vient de le dire, ton IA, elle est conne comme ses pieds. Non, donc non, tu peux pas remplacer l'humain par ça. Ou alors je suis désolé, c'est encore plus con que l'IA pour le penser, pour être persuadé que c'est que ça. Et on a justement, on va dire, mettre un bémol. Mais il y a aussi tout un discours de la technologie, des gens de la tech, même des politiques qui sont c'est super, c'est génial, on voit le truc, qui comprennent pas un mot, parce que les politiques là-dessus n'y comprennent rien. Hein, que ce soit les politiques français ou le reste du monde, je peux vous assurer que pour les voir et écouter ce qu'ils disent sur le sujet, ils sont juste impressionnés par la montagne de dollars qui est capable de générer les gens qui font ça. C'est tout. Et comme c'est leur dieu dollar, ils sont là là, c'est génial, il faut faire ça partout. C'est complètement con. Pendant ce temps-là, il y a des gens qui bouffent pas.
Ils voulaient qu'on soit la première nation de l'IA au monde. Ouais, mais peut-être donner à manger aux étudiants d'abord pour qu'ils puissent vous générer des IA après, peut-être. Je sais pas. C'est pas l'IA qui va s'auto-générer elle-même. Hein. Je rappelle que l'IA, c'est la rien pour l'alimenter. Elle est nulle. Donc ça peut être un outil, on l'a dit, pratique, c'est une assistance. Mais si moi, effectivement, je lâche les clés à l'IA, je lui dis fais le boulot pour moi, on voit bien elle est inadéquate, elle est à l'état de ce qu'on lui demande de faire. Si ce qu'on lui demande de faire, c'est toujours la même chose de façon très statistique, précise, etc., ça peut être un très bon assistant, un bon complément, c'est vrai, c'est juste. Mais là, on voit que dès qu'il y a du sens, dès qu'il y a de la spécificité, il y a un savoir-faire humain. Alors après, on peut avoir une adéquation entre les deux. On peut effectivement enlever une charge de travail des êtres humains, ce qui va nous poser, bien sûr, comme toujours, comme toute évolution du travail, la question de qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là, combien on en a besoin, comment on les aide à faire autre chose, potentiellement. C'est vrai. Et comme tu as donné le cas de l'industrialisation, c'est ce qui s'est passé. Il y a eu une période d'adaptation qui a été plus ou moins longue, où des carrières se sont arrêtées, d'autres ont commencé, et il a fallu réorienter les populations. Et là, évidemment, que les gouvernements ont un travail à faire sur des politiques justement de reconversion, d'accompagnement, ce qu'ils ne font pas aujourd'hui, pour des pseudo-économies. Ce qui m'inquiète énormément, justement, parce que justement, tu parlais que les politiques s'intéressent énormément à la montagne d'argent qui est généré par l'intelligence artificielle, mais ne pense pas à tous les changements sociaux, à tous les drames sociaux qui vont être et ça. On l'a vu avec l'industrialisation, à quel point ça l'a mis beaucoup de gens à la rue, ça a créé beaucoup de pauvreté, le temps de transition. Après, on est content. Après, là, on est dans l'ère post-industrielle où tout est passé, les transformations ont été faites, mais on a oublié les douleurs sociales qui sont associées. Puis les douleurs sociales au niveau de l'intelligence artificielle s'en viennent violemment d'ailleurs, puis beaucoup plus proche qu'on peut penser. Et je trouve ça très dommageable de point de vue social qu'on oublie. Tu parlais de genre les étudiants qui ont pas d'argent pour se nourrir, notamment. Et il y a beaucoup d'autres choses. Il y a beaucoup de gens qui vont perdre leur emploi à travers ça et qu'on n'aura pas un mécanisme facile pour les convertir ou les amener ailleurs. Et donc, de les mettre dans des autres pauvretés très grandes, de misère et de misère humaine très, très importante. C'est le rôle du politique, par essence. Le principe du politique, c'est justement d'avoir une vision plus globale à plus long terme, ce que ne font pas les politiciens aujourd'hui. Je fais une différence entre politicien et politique. C'est deux. Politiciens, c'est des gens qui sont là pour se faire élire, pour faire joli. Voilà, qui en général sont pas très finaux, comme on dit. Et la politique, en général, c'est quelque chose pour gérer justement la communauté humaine sur des longues périodes, avec des besoins de visualiser comment ces gros changements peuvent être accompagnés pour que les humains puissent vivre ces changements agréablement. En tout cas, avec le moins de douleur possible. Donc là, on voit bien qu'en tout cas qu'il y a un déplacement, il y aura du travail sur certains secteurs qui peut être remplacé potentiellement, oui, par de l'automatisation forte. Ok. Et il faudra effectivement s'occuper des gens. Donc ça, c'est un gros sujet. Alors, j'ai reposté un petit message sur LinkedIn il y a 2 jours avec Amazon qui reconnaît que, je sais pas si vous connaissez, mais Amazon a acheté des supermarchés où ils ont vendu des vidéos géniales où les gens peuvent rentrer, se servir, repartir. En fait, c'est facturé directement. Et il y a une ferme de 1000 Indiens derrière, en fait. Voilà, aujourd'hui, ils ont reconnu qu'en fait, il y avait des êtres humains derrière. Et c'est la même chose qu'on a parce qu'en fait, les premières IA génératives, moi, que j'ai vues avant que ChatGPT sorte, on disait, mais vous êtes au courant que derrière, c'est des êtres humains? Oui, c'est ce qu'on appelle le Mechanical Turk. C'est-à-dire qu'Amazon est très connu surtout pour cette ferme à l'être humain. Le Mechanical Turk, c'est un endroit où vous dites, moi, j'ai 10 000 photos. Il faut mettre des labels dessus pour pouvoir aider mon outil d'apprentissage. Et donc, je vous propose celui qui est capable de me proposer le moins cher possible par photo. Et donc, vous avez des gens dans des pays sous-développés où le niveau de vie est très bas qui vous disent, moi, tes 10 000 photos, je le fais pour 1 centime par photo, je te mets des labels dessus. Parce qu'en fait, pour pouvoir faire apprendre à des IA, il a fallu d'abord avoir des quantités de données astronomiques à labelliser pour dire ça, c'était l'image, ça, c'était l'objet. Sinon, votre IA, aujourd'hui, elle ne sait rien faire parce qu'en fait, elle n'a pas de modèle. Et il lui faut des millions d'exemples. Quand je dis des millions, j'exagère pas. Il lui faut des millions d'exemples, il faut des millions de séquences pour apprendre. Et ça fait plus de 12 ans ou de 15 ans que ça existe, où ce sont des fermes où les gens viennent proposer au plus bas, c'est des offres, c'est ce qu'on appelle les enchères inversées. C'est celui qui est prêt à payer le plus bas possible qui prend le truc. C'est des petits boulots non qualifiés, mais très répétitifs. Et c'est de l'être humain qui le fait. Souvent d'ailleurs dans une relation où les droits sociaux du travailleur sont pas tellement respectés non plus, la délocalisation faisant que on s'en argumente bien, quoi. Donc c'est facile après. Oui, j'aime beaucoup puis que tu as ramené cet exemple-là publiquement pour justement cet élément qui, de façon apparente, avait l'air spectaculaire quand on avait fait. Il y a des humains qui étaient en arrière. Et on oublie à l'heure actuelle que OpenAI utilise des gens, je pense que c'est au Kenya, qui embauchent des milliers d'humains pour filtrer l'information, pour travailler ce qui est dans la machine. Donc,
il y a encore énormément d'humains dans ce qu'on appelle la machine à l'heure actuelle. Donc, c'est très fascinant de voir ça. Et on l'oublie parce que c'est loin, c'est pas notre problème et tout ça, mais à quel point il y a des humains, puis il y a beaucoup de gens, puis ça, on l'oublie aussi dans le cas d'OpenAI, qui sortent, ces gens-là ne résistent pas très longtemps à ce type d'emploi-là parce qu'ils tombent en choc post-traumatique très rapidement, parce que le contenu qu'ils voient est tout à fait horrifiant. Et on place des humains dans des situations comme ça, dans des salaires ridicules. Et nous, on se glorifie de l'autre côté de dire oui, oui, ChatGPT nous a sorti quelque chose de fantastique. Quand de l'autre côté, il y a quand même un coût humain qui n'est pas immédiat pour nous, dans ce cas-ci, il n'est pas social, mais qui est quand même un coût humain très important. Là. Alors, c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est un autre sujet, mais qui est en parallèle. Souvent, on se pose la question, revient souvent la question comment ça s'appelle, de la modération sur les réseaux sociaux et sur certaines plateformes. On peut dire, oui, mais ce serait à des IA de le faire. Non, aujourd'hui, c'est des humains. Et tu l'as dit, les témoins des gens qui font ça, la plupart d'entre eux pètent un plomb en quelques mois. Parce qu'en fait, c'est des images dégueulasses, c'est des messages de haine toute la journée. Et en fait, il y a personne qui tient le coup. C'est la crasse la plus sombre de l'humanité qui est balancée dans le fait d'être à distance fait que certains humains n'ont plus aucune borne, plus aucune limite, qui sont dans la pire version d'eux-mêmes. Donc imaginez manger des messages de ça toute la journée pendant des mois. Comme tu dis, la plupart d'entre eux, ils pètent un câble, ils arrêtent, ils tombent en dépression parce que c'est juste insupportable en fait. Et donc on voit qu'effectivement, alors le coup des magasins d'Amazon, ça m'a fait beaucoup rire parce que si on prend un peu de recul, je dis mais en fait on se fout complètement de notre gueule. C'est-à-dire qu'on nous fait miroiter la vue de la science-fiction du futur. Regarde, le supermarché marche tout seul. Et la réalité, c'est qu'il y a des bonhommes avec des manettes derrière, en fait. Donc, on est sur un théâtre de marionnettes. C'est des ombres chinoises. Donc, on voit bien que là aussi, ils sont obligés de reconnaître parce que si ça sortait sans que ce soit eux qui le disent, ce serait encore plus entachant pour eux. Ce serait encore plus dangereux pour eux. Tout à fait. Puis ça me rappelle qu'il y avait je pense que c'est des machines automatiques qui jouaient aux échecs. Quand dans le fait, il y avait un nain qui était caché en dessous de la table. Il y a eu plein de machines mécaniques dans le passé. Puis on remonte très loin dans l'histoire où on a voulu impressionner les gens avec des choses impressionnantes. Quand dans les faits, il y avait toujours un humain qui manipulait la machine en arrière, qui donnait l'impression d'une mécanisation qui était inexistante. Et c'est fascinant parce qu'on reproduit encore de nos jours cette illusion-là, cette magie-là qu'on avait au 19e puis 20e siècle, notamment avant que la vraie mécanisation se place. Si on va un peu plus loin, on va dire sur une réflexion éthique, philosophique, il y a même une espèce de mythe je vais avoir des outils qui fabriquent de la valeur et je vais les piloter, je vais devenir riche, comme si le patron de l'entreprise pouvait être le seul survivant de l'entreprise et tout pouvait être automatisé. Mais ça vise à la folie, en fait. Penser ça vise complètement à la folie. Parce que non, je rappelle que la plupart des grands patrons d'entreprise, je suis désolé, hein, je vais être très dur, mais ils servent à rien du tout. Ils ne servent à rien. Ils ont peut-être été bons à un moment donné à embaucher les bonnes personnes, mais c'est les personnes qui sont en dessous d'eux qui font la valeur. La preuve, c'est que dans beaucoup de grandes entreprises, quand vous virez le patron, vous en mettez un autre à la place, ça change rien. Par contre, quand ces employés se mettent en grève, ou qu'ils vont plus bien, ça se voit tout de suite. Et par contre, ces chefs d'entreprise sont capables de prendre des décisions qui font que l'entreprise va mal après. Parce qu'ils ont une vision, parce qu'ils sont persuadés d'avoir vu la Vierge et que c'était comme ça qu'il fallait faire, alors qu'ils ont aucune idée du métier qu'ils font derrière. Donc faites attention, parce que là aussi, je vais mettre en garde ceux qui ont des responsabilités. Vouloir prendre une IA pour aider les collègues à aller mieux, à améliorer un truc, c'est tout à fait possible. Prendre une IA pour remplacer les collègues en pensant que ça va faire un miracle et qu'on peut virer tout le monde et gagner les sous à la place. Mais vous plantez lamentablement et interrogez-vous humainement sur vos valeurs, quoi. Vraiment. On en est là en 2024. Attention, parce que ce qu'on dit là, ça a l'air, peut-être que pour nous, ça paraît naturel. Il y a peut-être des gens qui vont être heurtés parce qu'on est en train de dire. Et on a aujourd'hui, on a des cultures très différentes aujourd'hui sur cette planète. Il y a des gens pour qui ce que je suis en train de dire, c'est une aberration. Mais non, ça, c'est le sens du progrès. Alors ça, c'est quelle connerie absolue, seulement. Dans le progrès, on peut tout mettre, hein. Je vais pas faire le point Goldberg, mais il y avait du progrès dans tous les projets de l'humanité, même les pires, hein. Donc non, le progrès, c'est faire que l'humain aille mieux. Ça, c'est du vrai progrès. Si l'humain n'est pas au centre, ça sert à quoi? Sinon, allez lire Ray Bradbury, hein, vous allez les amuser avec ou Asimov, hein, l'humanité qui a disparu, les automates qui continuent à fonctionner tout seuls. Oui, ça ne reste que des automates. Il est où l'intérêt et elle est où la valeur?
Ouais, puis ça devient qu'on est trop centré sur nous. Mais tout ça est fascinant, puis à certains égards, puis là, tant qu'à heurter les gens un peu, tu sais, Dieu est comme ça aussi. Là. On est en train de se placer à la position de Dieu, dans laquelle Dieu était l'explication d'où on arrive. Et là, nous, on est en train de se transformer en Dieu, où les robots vont se demander d'où ils arrivent, et c'est nous qui reprenons cette place-là. Donc, c'est complètement fou à quel point on est en train de créer, à mon sens, un monstre dans la conception que les gens ont de l'intelligence artificielle. J'en ai des projets, j'ai des clients qui sont en train d'intégrer ou en train d'explorer l'élément. Il y a beaucoup de questions à se poser à travers ça. Et justement, la première est pourquoi on le fait. Il y a un battage médiatique qui nous en rabâche, les journaux télévisés, même génériques, nous en parlent, on est sans arrêt. ChatGPT a fait cet effet waouh, parce qu'effectivement, je vous dis, c'est ce qui nous rapproche de plus de l'humain, ça fait comme si ça nous parlait et tout. C'est bluffant, oui, c'est bien, mais le côté bluffant, ça dure pas 15 ans, ça fait pas une utilité. Un produit bluffant, c'est bien, ouais, ok, c'est joli. Ok, mais on en fait quoi concrètement? Parce que moi, mon métier tous les jours, en quoi ça me concerne finalement? Et c'est toujours intéressant. Euh, Moi, je dis toujours, c'est une question que je fais aussi, je fais du coaching, etc. J'ai toujours, quand quelqu'un que tu connais pas vient te voir pour te proposer un truc, tu dis, what's in it for me? Il y a quoi pour moi là-dedans? Je petite dédicace à nos amis de GoPirate. Voilà, what's in it for me? J'adore cette expression parce que c'est vraiment juste. C'est quoi la pertinence? Pourquoi on vient m'en parler? Pourquoi on nous saoule tant que ça avec l'IA générative? Pourquoi on a des conférences entières à ça? Alors qu'en fait, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, concrètement, pour la plupart des êtres humains que nous sommes, ça va pas changer grand chose entre nous, vraiment, réellement. Ça va pas révolutionner nos vies ni notre métier. Donc pourquoi on essaye de nous vendre tant que ça l'effet de nouveauté? C'est peut-être aussi pour essayer de convertir à la consommation, pour pousser le modèle. Dans l'article que je repostais sur LinkedIn, sur Amazon, j'ai fait une petite blague à la fin. J'ai dit, et c'est quand la dernière fois que vous avez vous avez entendu parler de voitures automatiques? Vous avez vu que c'était un truc il y a 6-7 ans. Waouh! Vous allez voir, dans 3 ans, toutes les voitures se conduisent toutes seules. Je vous pose la question, c'est quand la dernière fois que vous avez qu'on a parlé de ça sans citer les accidents? Parce que c'est les seuls trucs qu'on a aujourd'hui. Donc on voit que il y a une espèce de marketing un peu qui nous envoie vers ces sujets-là, comme si c'était le truc à faire absolument, mais qui justifie pas le sens de qu'est-ce qu'on va en faire, de, comme tu dis, pourquoi. Et Tout à fait. c'est une question qu'on devrait se poser dans beaucoup plus de cas. Moi, je le fais en conseil très souvent et en formation. Je dis, mais pourquoi vous faites les choses? C'est pas comment. Comment on s'en fout? Comment c'est facile à comprendre? Tout le monde peut comprendre. Pourquoi ça m'intéresse plus? Il y a un sens à cette démarche. On fait pas les trucs juste parce qu'on nous a demandé de les faire. Sinon, là encore, on est remplacé par des automates. Oui, mais c'est jamais, de toute façon, en conseil, c'est jamais la première question, c'est pourquoi cette activité-là. Puis je trouve ça très intéressant parce que l'automobile intelligente, ou en tout cas qui se conduit toute seule, autonome ou peu importe, j'ai eu cette discussion-là en Europe la semaine dernière. Et ça a été très intéressant parce que, puis j'en fais une parenthèse parce que ça fonctionne dans certains États américains parce que les routes sont conçues pour ça, parce que tout est fait. On arrive en Europe, là, et les autos intelligentes ne peuvent pas fonctionner parce que les a priori qui ont été utilisés pour former l'intelligence artificielle qui est en arrière de ces autos-là est inapte à conduire, notamment en France, parce que les routes sont pas balisées de la même façon, les routes sont pas de la même ampleur, on n'a pas le même niveau de signalisation, il y a très peu de signalisation en Europe, il y a énormément, peut-être à mon avis, trop de signalisation en Amérique, donc c'est très facile pour un AI de conduire en Amérique, puis même, je te parle au sud des États-Unis, en Californie ou ces zones-là, parce qu'ils n'ont pas d'hiver, les routes sont généralement bien constituées, ils ont une panoplie de choses qui permettent ce genre de choses. On arrive au Canada, on oublie. On arrive en Europe, là, c'est final. Là. Il y a une capacité très réduite d'utiliser ces beaux gadgets-là, qui sont justement la magie notamment Tesla, mais il n'y a pas juste ça là-dedans, parce que comme l'intelligence artificielle ChatGPT a généralisé la connaissance de l'intelligence artificielle, Tesla a généralisé la perception que les autos peuvent se conduire seuls. Donc, on est dans ces univers-là, mais c'est très, 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 très étroit comme capacité réelle à conduire un auto. Si on va en Asie, on regarde sur les vidéos qu'on voit, les autos conduisent n'importe où, dans n'importe quelle zone, ça circule, les piétons passent à travers les autos n'importe comment, et les humains sont capables de faire ça. On n'est pas proche du moment où un intelligence artificielle va être capable de faire ça. Ça va être juste fou, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Et tu sais que il était
annoncer l'idée que si une voiture automatique a un problème, elle peut passer le relais à un être humain dans un centre de commande à distance qui pourrait commander. Mais le temps que tu fasses ça, que tu analyses, tu as déjà roulé sur la personne, tu as déjà eu l'accident, et la personne qui est derrière, elle prend le relais, elle n'a pas le temps, avec la latence. Enfin, même c'est absurde. Et on se rend bien compte qu'effectivement, comme tu dis, il y a des très grosses difficultés à la réalité de la conduite. Déjà, pour l'être humain, des fois, c'est compliqué. Si je suis dans la région parisienne, si on a qui connaissent la circulation à Paris, c'est juste un cauchemar. Mais alors là, en automatique, oui, ça aurait du sens. Effectivement, c'est sur des routes, mais même des routes balisées. Il y a eu des accidents où on a eu un camion qui a roulé sur un cycliste parce qu'il y avait trop de soleil, qu'il voyait plus rien. Ah, et qu'il a même pas vu le véhicule, et qu'il a pas du tout freiné, rien vu. Parce qu'en fait, ça verrouille sa caméra. Alors, je vois bien que c'est pas adapté. Donc là aussi, et même chose. On revient sur l'idée où on nous a bazardé ça pendant des mois, pendant 2-3 années. C'était, oh, ça va être ça pour demain. Et là, on n'en entend plus parler. Et les seuls trucs, moi, que j'entends depuis, c'est encore un accident, encore un accident, encore un accident. Oui, c'est pas adapté. On en est loin. Et c'est ça aussi qui est intéressant. Et on voit que il y a une prouesse technologique. Ça reste une prouesse technologique. C'est indéniable. On la critique pas de ce côté-là. Elle est réelle. Le fait, par exemple, c'est Sora qui fait les vidéos. L'état des vidéos est assez bluffante. Après, quand vous regardez le détail, vous dites, mais en fait, ta vidéo, elle est dégueulasse. Il y a plein de trucs qui marchent pas. Pour ceux que ça intéresse, pour la vidéo de Sora qui a été faite avec la nana qui marche dans la rue là, à Tokyo, vous vous apercevrez que les jambes s'inversent. Les jambes s'inversent carrément. Et en fait, on comprend qu'il n'y a même pas de logique pour le logiciel. Le logiciel recopie les images d'un mouvement, mais ne comprend pas la logique physique. Ouais, contrairement à un jeu vidéo, par exemple, où dans un jeu vidéo, il y a des modèles de squelettes de corps, ce qui fait que dans un jeu vidéo, ça n'arrive pas que la jambe gauche et la jambe droite s'inversent, parce qu'en fait, elles sont structurées sur une ossature qui est synthétisée dans la structure du jeu pour la manipuler. Donc là, il n'y a même pas de reconstitution du corps, il n'y a même pas de conscience d'un corps dans une image, il y a juste la manipulation de blocs d'images pour reconstituer un truc à peu près cohérent qui dit, bah, quand tu fais un corps qui fait ça, qui se balade, ça fait ça comme mouvement à peu près, et on va faire un truc qui ressemble. On a des collisions avec le décor. Vous avez dans la même, la première qui était sortie avec la vue au Japon, là, sous les cerisiers, avec le paysage enneigé. Vous avez la personne qui est au milieu qui rentre dans le décor à droite constamment. Quand la caméra passe en dessous des arbres, il y a de la neige en dessus, d'un seul coup, il n'y a plus de neige en dessous. Elle vous met de la neige, il y a des endroits qui sont protégés en fait par d'autres toitures. En fait, quand on regarde le détail, on fait ouais, en fait, si vous vous souvenez, il y a quelques années, les premières générations de photos qu'on avait, c'était les personnes avec 15 doigts, c'était des trucs qui étaient recopiés dans tous les sens. Et on voit bien qu'en fait, littéralement, c'est l'exemple, et c'est des exemples qu'on a toujours aujourd'hui, hein, où il n'y a pas de sens pour le générateur de l'image. Il n'y a qu'une combinaison d'objets, de composants qui ressemblent à son apprentissage. Ouais, puis c'est ce qui est encore d'autant plus problématique. Les images sont les vidéos encore plus le plus grand élément, parce qu'au niveau des textes, bon, c'est tel que tel, mais quand on arrive dans les images et vidéos, ça devient à un point où c'est fait pour en vue rapide, qu'on ait l'impression que ça soit normal. Et c'est quand on analyse que là, tout brise, parce que c'est comme créer l'illusion à l'œil humain, parce que l'œil humain interprète d'une certaine façon, le cerveau interprète d'une certaine façon. Et c'est comme les illusions d'optique, c'est un peu dans la même perspective que ces images-là sont faites, mais elles sont tout brisées parce qu'il n'y a aucune logique dans absolument rien. C'est fascinant. J'avais sorti dans les premières générations. Je dis, ouais, sors-moi des personnes qui tiennent une carte dans une forêt glauque. J'ai genre ça comme prompt. Et j'avais la carte qui était dans le dos avec les bras par en arrière. Là, c'est comme, mais pourquoi c'est arrivé ce genre de choses-là? Et à quel point il ne comprend pas la requête, et ça a pris énormément de travail malgré tout pour arriver à une image qui avait du sens. Et là, ensuite, on calcule le temps que j'ai investi là-dessus. Est-ce que c'est ça ou c'était vraiment rentable? La réponse est probablement non. Dans ce cas-ci, ça a été zéro rentable, à part d'avoir joué et de comprendre la technologie. En termes de temps, zéro rentabilité, là. Alors, je reviens sur un élément que tu as dit qui est super intéressant. J'ai vu récemment 2 deepfakes de faux journaux télé manipulés par nos amis russes, puisque c'est les spécialistes de la manipulation. Enfin, c'est pas les seuls, hein, loin de là. Qui étaient filmés au téléphone portable d'une télé. Et donc, tu as dit, c'est ça qui est intéressant, c'est que pour le coup, le risque, il est là. C'est qu'aujourd'hui, ça nous donne un résultat suffisamment crédible, bluffant. Si en plus, on fait quelque chose de court avec une qualité médiocre, ça peut faire illusion.
Même chose, quand on regarde les deepfakes concernés, on s'aperçoit que la labiale des visages ne correspond pas exactement au son, qu'il y a des expressions du visage, même chose qui pose problème. Et là encore, ça demande un regard un peu entraîné. Et le risque, il est là, c'est qu'aujourd'hui, on doit rester conscient que ces outils-là sont là, ils commencent à sortir un petit peu sans contrôle, que personne n'a visiblement envie, dans les gens qui ont le pouvoir de le faire, de mettre du contrôle dessus, comme si on attendait qu'il y ait un truc très grave. Mais le truc très grave, il a déjà eu lieu. Hein. Si vous regardez Cambridge Analytica, les élections américaines, le Brexit, c'est des trucs très graves. Et personne n'a l'air de dire on remet en cause, alors qu'on sait que les élections ont été faussées par des manipulations. Donc là, on a des outils qui vont faciliter, donc ça, c'est un des très gros risques des IA génératives, c'est favoriser les réalités alternatives, pour citer nos amis trumpistes, et puis George Orwell, c'est-à-dire que le mot réalité n'a plus de sens, et là ça devient très grave pour l'humanité quand même, parce que la réalité c'est ce qui est tangible et ce qui est justement non discutable, sur ce qu'on on s'appuie en tant que communauté. Si chacun a sa propre réalité, c'est fini, on peut prendre les armes et s'entretuer dès maintenant, c'est mort. Et quand on voit qu'on a des gens comme ça qui vous réinventent des trucs qui ne se sont pas passés, je redonne l'exemple commun, Trump qui se fait élire, donc il y a le fameux discours devant le Capitole, je crois, et puis la pseudo-marée humaine. Les photos montrent qu'il y a 3 pelés et 3 tondus, comme on dit en France, il y a presque personne. Et il dit on n'a jamais eu autant de gens pour une élection, ce qui est totalement faux. Et sa représentante dit le lendemain, c'est une réalité alternative. Non, tu mens. Tu comprends? Tu mens. Arrête. T'es en train de mentir. Et là, moi, ça m'énerve beaucoup parce que je vais te taper, je crois. Là, ça devient très dangereux. Et ces outils-là peuvent alimenter ça, peuvent aider à donner de la crédibilité à des mensonges, à manipuler les foules, qui peut amener à des actions, pour le coup, comme de la rébellion ou des débuts de guerre ou des conflits. Vu l'instabilité du monde dans lequel on est aujourd'hui, je pense pas qu'on ait besoin de ça. Et pourtant, c'est le moment où on a ça. Là aussi, on peut s'interroger sur, mais pourquoi on nous en parle autant avec le risque que c'est? Pourquoi on les met aussi facilement dans les mains des individus avec le risque que c'est? Et on a des pensées de certains individus comme beaucoup de pouvoir. Je citerai Elon Musk, qui pour moi, c'est mon avis personnel, est quelqu'un de très dangereux aujourd'hui, qui a dans ses pseudo-idées libertaires des idées très dangereuses, parce qu'en fait, il emmerde ceux qui veulent rétablir la vérité et faire la justice, et il donne la parole à tous ceux qui mentent et qui sont dans la haine, qui sont dans la manipulation. Donc là, on voit que ça s'accompagne, en fait. C'est pas par hasard que ces gens-là nous sortent ces outils-là. Il y a aussi probablement un projet politique, philosophique qui va avec, qui accompagne. C'est pas pour rien que ces outils sont là. Ils sont pas anodins, c'est pas innocent. ChatGPT n'est pas innocent, Sora n'est pas innocent du tout. Donc ces outils-là, et le fait qu'on nous les donne au grand public à manipuler, on disait tout à l'heure qu'il y a de l'être humain pour corriger, mais en fait, à chaque fois que vous essayez, que vous allez dans le prompt et que vous faites un test, ça affine l'outil, on participe à gérer l'outil. Il y a eu il y a quelques années, je sais plus, il y a pas si longtemps que ça, je crois que c'était sur Facebook ou Google, quelle tête vous auriez quand vous auriez 40 ans de plus, et vous étiez censé venir dire si c'était juste ou pas. En fait, vous êtes en train d'aider l'outil à faire de l'apprentissage, littéralement. Quand il y a un captcha qui vous demande est-ce qu'il y a une voiture dans l'image, vous êtes en train d'apprendre. En fait, c'est pas pour vérifier que vous êtes un truc humain, ils s'en foutent. C'est pour vous permettre de faire un entraînement pour détourner qu'est-ce que c'est que. Vous voyez, en plus, on voit bien, c'est des découpages par bloc qui sont bien sur une photo. Quand on cartographie, c'est quoi les blocs qui correspondent à une voiture. Donc en fait, vous êtes en train de faire de la labellisation gratuite, littéralement. Et donc on voit bien que ça n'est pas anodin, mais rien n'est anodin, rien n'est innocent dans le monde dans lequel on vit. S'il y en a qui ont cette vue-là, je vous invite à perdre votre innocence tout de suite, parce qu'en fait, vous vivez pas dans un monde de petits poneys, quoi. La réalité, elle est beaucoup plus sombre et beaucoup plus dure que ça. Et donc, c'est pas anodin. C'est des outils qui peuvent être très utiles, mais pourquoi on les utilise et pourquoi ils sont là aujourd'hui? Pourquoi on nous les amène? Je vous avoue que j'ai pas forcément la réponse, hein. C'est ce que je dis toujours, c'est la différence entre un paranoïaque et quelqu'un de lucide. C'est quelqu'un de lucide se pose les bonnes questions, mais ne sait pas forcément les bonnes réponses. Donc là, on recherche, on se documente beaucoup, on s'interroge beaucoup, on écoute des gens, on en lit, on voit, on croise des informations pour voir les points de vue. On voit aussi la publication de certains noms dans le domaine qui sont invités partout, puis d'autres beaucoup moins, qui pourtant ont autant de légitimité, mais qui ont peut-être un regard plus critique.
qui ont besoin de cadrer. On a aujourd'hui, alors en France, on commence à avoir quelques personnes qui ont des bouquins qui fonctionnent bien, qu'on voit plus sur les plateaux, attention, il y a de la manipulation et c'est pas un hasard. Hein. Un gouvernement, c'est un groupe de quelques centaines de personnes qui veulent manipuler quelques millions. Et leur objectif, c'est de garder la place, parce qu'en fait, elle est très sympa, cette place. On peut dit comme ça, vous savez, c'est très simple, en fait. Avoir du pouvoir sur les autres, c'est parfois très intéressant. Donc, comment on fait pour manipuler les gens, pour les maintenir dans le même état? C'est pas du complotisme, ce que je dis, c'est juste de la politique depuis que l'humanité existe. Hein. C'est comment on contrôle les foules, comment on contrôle les groupes humains pour en avoir un avantage. C'est bassement terre à terre. Et donc l'IA fait partie de ça. L'IA est pourtant, pour le coup, un outil qu'on manipule totalement. Et on avait dit la dernière fois aussi, une IA, on lui apprend des trucs, mais on lui apprend ce qu'on a choisi. Et donc il y a aussi ce risque-là dans l'IA, c'est qu'est-ce qu'on lui a donné à apprendre et comment on peut avoir une influence sur le résultat qu'elle va donner en fonction de ce que moi je lui ai appris. Je peux enlever des éléments de la réalité en disant non, ça t'as pas besoin de l'apprendre, ça n'existe pas, donc ça fera jamais de recommandation sur ce sujet-là. Ou je peux forcer l'accentuation d'un sujet par rapport à un autre, soit volontairement, soit même inconsciemment. On a tous des biais, on est tous biaisés, il n'y a pas de neutre, personne n'est neutre, il n'y a pas de point de vue neutre, ça n'existe pas. Le moindre humain qui exprime quelque chose, même en essayant d'être neutre, en fait, on est biaisé. On a une histoire personnelle, on a une vue de l'histoire globale de l'humanité qui est déjà personnelle aussi. On a un ressenti, on a des émotions. Tout ce qu'on dit, ce qu'on pense, ce qu'on voit n'est pas dû au hasard. C'est une construction psychologique qui est induite par notre vie complète, nos systèmes de valeurs, notre éducation, notre culture. Et c'est beaucoup plus complexe que ça, beaucoup plus lourd. Pour voir les sujets sur le masculinisme aujourd'hui, la déconstruction des hommes, etc. Enfin, on s'aperçoit qu'il y a plein de trucs qu'on est amené à penser qui nous semblent naturels, entre guillemets, qui n'ont rien de naturel, qui nous ont été éduqués. Et donc, quand on éduque une IA, on reproduit ces schémas-là aussi. Et donc, on peut mettre de l'injustice dans une IA, on peut mettre de la ségrégation, du racisme dans une IA. On peut faire une IA dégueulasse, en fait, qui est à l'image des êtres humains qui les manipulent aussi. Donc là aussi, c'est un très gros risque. Donc, quand une entreprise dit j'utilise une IA pour faire ça et qu'elle voit juste le côté mécanique, je suis désolé, mais c'est de l'irresponsabilité. C'est une irresponsabilité, littéralement. Je mets ça, on verra bien les conséquences, je m'en fous. Non. Moralement, il y a un gros problème. Tu peux pas dire je m'en fous. Je conduis des camions, je roule sur les gens, je m'en fous. Si je dis ça, on me dit non, t'es complètement dangereux. C'est la même chose, c'est du même niveau. Si ce n'est que ça conduit pas des camions, parce qu'on a vu qu'ils se conduisaient mal tout seuls, mais ça peut faire des choix pour, par exemple, l'exemple moi je connais le plus commun, c'est des politiques d'assurance. Une assurance qui décide de faire que les choix des profils des gens à assurer sont cadrés par une intelligence artificielle, non plus par un être humain qui fait des choix. Résultat, vous vous retrouvez sans assurance du jour au lendemain parce que vous avez des antécédents qui sont jugés comme trop critiques, alors que si on prenait votre contrat et que c'était en place avec un être humain qui discute, on arriverait à trouver un terrain d'entente et la justification d'une acceptation ou d'un taux différent. Mais là, comme on a un truc statistique, après, là, on s'approche, pour ceux qui ont la référence, alors, bon, c'est le film Brasil, de Terry Gilliam, avec une bureaucratie tellement automatisée que plus rien n'est possible autrement que cette bureaucratie. Et la bureaucratie a forcément raison. Il n'y a pas d'exception. Même si la bureaucratie, avec une mouche dans le Brésil, qui se met dans une machine à écrire, enfin dans un système et qui fausse, une personne est condamnée alors qu'elle a rien fait, on en arrive là. Et donc vouloir se défausser, c'est vouloir aussi que l'humain se défausse de ses propres responsabilités sur un outil qui ferait la partie pas difficile à assumer. Et on l'avait dit quand on parlait de la partie, on a fait des vidéos sur le burn-out, sur la santé mentale, et on revient toujours au même sujet. C'est dur d'être un être humain adulte et responsable, et même dans une entreprise. Donc des fois, c'est facile d'acheter un passe-droit, un truc qui te dit « je vais faire le boulot à ta place et t'as plus à t'en occuper et tu pourras toujours dire que c'est ma faute ». Le problème, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, on a un travail d'éthique qui n'est pas fait par les industriels, par les gens qui fournissent les IA, en disant « si vous utilisez une IA, il faudra d'abord, d'une part, le rendre public, le dire obligatoirement. Ça pourrait être une proposition de loi intéressante. Ensuite, le marquer par des tags, des trademarks qu'on pourrait mettre dans les produits fournis par l'IA. Ensuite, se pose la question de avec quoi on l'a alimenté. Il faut que ce soit alimenté par une base de données soit propriétaire, soit
dont les fournisseurs de la donnée d'origine soient d'accord avec l'exploitation, vous avez le droit de produire des produits en disant, on pourrait avoir un marché. Dire, moi, je suis dessinateur et je suis créateur, je crée des illustrations, et puis je les revends une très grosse somme à une base d'IA qui dit maintenant, tu as le droit de les exploiter un peu comme tu veux. Pourquoi pas? Ce serait possible, ce serait une façon de rémunérer. Aujourd'hui, c'est pas ce qui se passe. Aujourd'hui, il y a des gros problèmes là-dessus, parce qu'aujourd'hui, vous pouvez potentiellement vous faire, en gros, pirater vos propres créations par des IA et aller faire valoir vos droits aujourd'hui. Il y a très peu de tribunaux qui sont d'abord compétents pour le faire. Alors, on commence à l'avoir. Il y a des discussions aujourd'hui avec des avocats là-dessus qui se renseignent, qui sont en train de, on va dire, nourrir la loi des use cases. Et ça reste de la propriété intellectuelle quand même. Donc, si demain, vous avez une IA qui génère un truc qui ressemble comme Deux Gouttes d'eau, ce que vous avez créé, et que vous pouvez avoir un droit de copyright dessus, vous pouvez le faire valoir et rentrer dans l'art de la personne qui l'a exploité, qui l'a vendu. D'ailleurs, ça s'est vu parce que sur Amazon.com, vous avez des ventes de livres générés par des IA. Sauf qu'aujourd'hui, ça commence à revenir en arrière en disant, d'abord, ils sont nuls, ils sont mal écrits, et ensuite, il y a des plagiats partout. Donc, il y a des copies d'extraits complets d'autres bouquins. Et donc, c'est pas parce qu'on peut automatiser de la copie. C'est comme si on me dit. Ce qui est marrant, c'est qu'avec l'IA, on fait pas le rapport que c'est comme si on avait photocopié un livre et qu'on le vendait en disant c'est le nôtre. C'est juste qu'au lieu de le faire par une photocopie physique, vous êtes passé par une IA qui a recopié le texte. Mais ça reste une copie Vous comprenez que c'est la même chose, en fait. C'est le même concept. C'est le même vol d'œuvres d'art. Alors, tu voulais intervenir? Ouais, c'est le raccourci. Tu pensais de faire de l'argent facilement sur des mécaniques d'intelligence artificielle. Les livres sur Amazon est un bel exemple. En plus, c'est de la cochonnerie ce qui sortait de là. C'est de la poubelle. Et à quel point on est en train aussi de dévier toute la qualité des œuvres dans lesquelles on a, puisque cela va devenir de plus en plus courant d'avoir des œuvres écrites automatiquement. Mais en même temps, puis moi, ça revient, puis pour l'usage que j'en fais, c'est un aide à ce que je suis. Ça augmente ma capacité, mais ça me retire pas du processus. Donc, les gens qui veulent améliorer leur style d'écriture, qui veulent améliorer leurs éléments, parfait. C'est là où ça devient utile, pas écrire une œuvre. C'est pour améliorer une œuvre ou pour rajouter un twist à l'histoire qu'on n'avait pas pensé. Mais c'est tout réécrit de toute façon. Et c'est ça que c'est nécessaire. On peut pas juste comme sortir ce qui sort du AI. De toute façon, en général, c'est des âneries qui sortent de là. Il faut toujours retoucher parce qu'il y a toujours quelque chose d'une ânerie dedans. Et j'ai remarqué même qu'à certains égards, il y a du watermark, il y a des filigranes qui sont cachés dans les textes, qui sont cachés dans les images, qui sont des signes que l'intelligence artificielle a été utilisée pour créer l'image ou créer le texte. Et donc, on est capable de repérer de plus en plus facilement si le texte a été fait ou pas par une intelligence artificielle. Alors, pour le coup, on va terminer sur ce sujet-là avec ça. C'est qu'aujourd'hui, il y a des moyens qui commencent à se mettre en œuvre pour pourrir les IA. C'est-à-dire qu'on peut protéger ces œuvres avec des marqueurs invisibles pour l'être humain, mais que l'IA, lui, va voir et va reproduire à l'identique et qui vont pouvoir témoigner du fait qu'on a piraté une œuvre ou qu'elle n'est pas visible, lisible par l'IA. Ça existe, par exemple, avec des applications comme Glaze, qui permettent de pourrir donc des pixels qui, à l'œil nu, ne se voient pas pour l'être humain, mais par contre, sont visibles par l'IA, qui va, lui, voir autre chose et va décaler l'image. On a ça avec des sons aussi, qui font des infrasons, par exemple. Donc un son que nous on perçoit pas, mais que l'IA va reprendre et va reprendre comme un bruit et va dire c'est le son normal. Et donc on peut commencer. Il y a une démarche, on va dire activiste, parce que c'est réellement ce sujet-là dont on parle aussi, qui permet à des auteurs et autrices qui voudraient se protéger. Et c'est bien que ça commence à se faire de façon plus publique et de façon plus industrielle pour dire s'il n'y a pas de réglementation, moi je suis prêt à dynamiter à mon propre produit pour je vais être vulgaire, je suis désolé, mais pour baiser l'IA, parce que j'ai pas envie qu'elle vienne me prendre mon truc, et moi, il faut que je me protège à ma façon. Donc aujourd'hui, ça peut être aussi une façon de réagir aux IA. Personnellement, moi, j'en fais très très peu l'usage, quasiment aucunement. Si j'ai des illustrations à faire, je paye quelqu'un. Je préfère d'abord parce que mon illustration, j'ai une idée précise et je vais pouvoir l'expliquer. Et comme tu disais, j'ai pas envie de me retrouver avec les bras dans le dos, un truc qui ressemble à rien parce que l'IA, elle est complètement conne. On va me dire, ouais, mais t'as qu'à apprendre à manipuler le prompt des IA, j'ai autre chose à foutre. J'ai pas envie de devenir un manipulateur d'IA, ça m'intéresse pas, c'est pas mon métier. Aujourd'hui, il y a des formations qui commencent à se mettre en place sur comment utiliser l'IA. Je trouve que c'est pas inintéressant en soi, puisqu'on a dit c'est un très bon assistant, mais ça veut dire qu'on rentre dans une démarche de se spécialiser là-dedans, ça doit être une volonté personnelle, ça doit pas être quelque chose d'obligatoire. Moi, je préfère interagir avec un être humain, ça me paraît plus clair pour moi.
J'aimerais plus voir des entreprises qui disent publiquement on fait de l'IA pour ça, on touche qu'à ça. En France, il y a eu 2-3 scandales récemment avec des journaux, des magazines qui ont fait des illustrations avec des IA qui se sont fait défoncer. J'ai vu des groupes de musique aussi récemment qui ont fait des pochettes d'albums avec d'IA où mais c'est systématique. Les fans, mais direct, il les dégomme. Il dit, mais c'est de la merde, elle est nulle, votre pochette. En plus, vous voyez les pochettes d'albums. Moi, j'écoute du métal depuis des années et donc on a des illustrations magnifiques avec des créations très originales. Et vous n'avez pas envie de briser le travail de ces gens-là. C'est pas possible. Toute cette illustration, c'est de la culture humaine. On peut pas dire à partir de maintenant, on fait plus d'illustrations originales, c'est que des IA qui remangent et qui revomissent tout ce qu'on a déjà fait. Et c'est ce qu'on disait la dernière fois. Pensez que plus on va les utiliser, plus ça va s'affiner, mais plus aussi ça va lisser les résultats vers un truc le plus générique possible. J'ai pas trop envie de vivre dans un monde très générique personnellement. Je suis pas pour l'humanité avec une tenue unique, un repas unique, ça ne fonctionne pas. Oui, notamment, puis ça, pour mon expérience avec la génération d'images, effectivement, ils lissent et c'est de plus en plus apparent qu'ils lissent parce que si on met le même prompt, ça va être sensiblement les mêmes images qui ressortent constamment et il y a sa capacité, son spectre d'innovation, si on veut, là, mais ce qui n'est pas vraiment une innovation, est très, très, très étroit. Et donc, la limite à ce qu'on y trouve, puis là, tu parlais de pochettes de groupes de musique, puis ça, moi, je trouve que c'est une aberration parce que, tu sais, ça doit pas être ça. C'est la création de la musique qui par le groupe va jusqu'à la création de l'imagerie qui va avec l'album qui est sorti. Donc, incidemment, l'imagerie qui va avec la pochette, qui va avec tous ces éléments-là. Donc, si on est là, on est dans la sphère des humains. On n'est pas dans la sphère des machines. Puis d'insérer les machines là-dedans, c'est complètement, à mon sens, inutile. Puis à terme, ben, ça fait que la machine, si on arrête de créer, la machine, ça ne s'alimente plus. Donc, la machine va briser aussi. Donc, il y a un équilibre, en ce sens, à mon avis, à atteindre. Oui. Donc, ça reste des bons assistants, c'est ce qu'on dit. C'est des prouesses technologiques, on ne le cachera pas. C'est bluffant, c'est assez impressionnant. Le problème est quand on commence à réfléchir à l'usage. C'est ce qu'on dit. C'est là où il faut vraiment qu'on se pose des questions. Qu'est-ce qu'on en fait? Pourquoi on le fait? Quel impact que ça a sur les gens avec qui on est, pour ceux qui vont le consommer? Est-ce que le résultat est vraiment à la hauteur? Je suis pas sûr. Ça reste une bonne opportunité comme beaucoup d'outils, mais il faut pas que ce soit poussé non plus et à l'extrême. Et ensuite, comment ça sera intégré? Est-ce que ce sera forcé pour nous demain? Là aussi, ce sont des questions importantes, on dit, dont le politique devrait se saisir. Mais je pense qu'on n'a pas les politiques à la hauteur pour ça. Donc, je pense qu'on a déjà fait pas mal le tour du sujet. Je sais pas si toi, tu veux rajouter des éléments. Non, mais il y a une prise de conscience sérieuse qui doit être faite, notamment par les politiques, mais pas exclusivement, dans laquelle on doit justement de redéfinir où on s'en va, justement, pour qu'on aille dans un monde heureux, parce que c'est l'avenir qu'on est en train de tracer à grands coups de crayon de AI qui est mal maîtrisé puis qui aurait des conséquences probablement très importantes. Alors, je finirai avec un conseil. S'il y a des jeunes qui nous écoutent ou s'il y a des parents qui nous écoutent qui ont des jeunes, faites-leur utiliser ChatGPT pour faire un rapport sur un sujet qu'ils connaissent déjà, pour qu'ils comprennent que faire leurs devoirs par ChatGPT, ça va donner des notes à 0. Parce que ChatGPT, on l'a dit, est complètement con. Donc, il faut vraiment qu'ils prennent l'habitude de l'utiliser pour comprendre qu'en fait, ça peut les aider à formaliser un texte, mais que s'ils font pas le travail d'apprentissage eux-mêmes et de correction, il y aura pas de surprise. Donc aujourd'hui, on va se retrouver avec des générations qui vont trouver ça fort pratique, qui pensent qu'ils vont pouvoir avoir comme ça un passe-droit et pas faire leurs études. Le problème, c'est que vous rendez un document faux pendant vos études, bah vous avez une mauvaise note et là vous comprenez pas ce qui s'est passé. Bah si, je vais le dire. Donc faites le test, allez voir avec les plus jeunes qui s'entraînent, qui voient comment ça fonctionne, pour qu'ils comprennent que on est vraiment juste sur un gros automate complètement stupide et que c'est pas lui qui va faire notre boulot à notre place et qu'ils ont besoin de contrôler eux-mêmes. Ça peut les aider et c'est intéressant, je pense que les plus jeunes rentrent dedans aussi pour comprendre ce qu'on peut en faire et les éduquer aussi à la mise en cause des images qu'ils voient, des choses qu'ils voient, d'où vient l'information, où sont les sources. Là aussi, c'est une éducation. Je pense qu'il y a un sujet à revenir là-dessus sur justement l'information, la désinformation, comment contrôler les sources. Ça peut être intéressant à voir. Un bon complément pour la suite, je crois.
Absolument. Puis justement, cette éducation-là est nécessaire, mais on va garder ça pour un autre jour. Merci énormément. Toujours un sujet très intéressant, passionnant, parce que là, on plonge dans des sujets complexes et qui permettent justement qu'ils vont redéfinir la société. Fait que je te remercie énormément pour encore cette contribution-là. Je pense qu'on va revenir de toute façon sur le Gen AI dans un autre enregistrement. Mais pour cette fois-ci, je pense qu'on a fait le tour. Tout à fait. Merci.